Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast des Moonlight Flowers. Nous sommes une association et un atelier d'écriture étudiant qui organise un atelier tous les mardis de 18 à 20h dans le foyer de lettres au Gai Savoir à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Nous revenons à nos moutons habituels et nous nous concentrons de nouveau sur un roman. Je suis accompagné ce soir de Marius. Bonjour Marius. Bonjour Ludo. Et malheureusement uniquement de lui, puisque notre troisième Laronne a dû décliner pour cette fois. Nous revenons donc à un roman unique, un roman à l'ambiance hivernale, qui ira bien avec le mois dans lequel nous sommes, et que je ne citerai pas. L'ours et le rossignol, de Catherine Ardenne. Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante, et plus particulièrement celui du gel, ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt, ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Nous allons donc parler de L'ours et le rossignol, qui suit les aventures de Vassia, la fille de Piotr, un petit seigneur dans le nord de la Russie à l'époque des tsars. Ce récit démarre par la narration d'un conte par Dounia, qui est donc la nourrice de Vassia. Et c'est un conte du coup russe, celui de Morosco, le seigneur du gel, qui récompense les jeunes filles courageuses en les dotant d'une dot digne d'une princesse, mais qui tue les jeunes filles non vertueuses en les gelant sur place. Et ce premier tome, d'une série de 4 romans, se présente comme la réactualisation de ce conte. En effet, Vassia va rencontrer Morosco et survivra à sa rencontre avec lui, mais je ne vous dirai pas comment pour conserver un minimum de suspense. De plus, ce roman comporte tous les éléments classiques du conte tels que nous le connaissons, nous, occidentaux. Premièrement, l'action se déroule dans un passé médiéval, comme beaucoup des contes que nous avons toutes et tous entendus dans notre enfance. Prenons par exemple Le Petit Poucet. Il y a également la présence du personnage archétype qu'est la marâtre, et cela se traduit dans le personnage d'Anna Ivanova, la nouvelle femme de Piotr du coup, une femme cruelle qui battra sa fille adoptive et lui infligera toutes sortes de mauvais traitements, de la même manière que Cendrillon est persécuté par sa belle-mère. On trouve aussi, dans ce roman, des éléments de merveilleux. Ainsi Vassia rencontrera des chevaux capables de se métamorphoser, qui parlent, enfin par télépathie mais ils parlent quand même, mais également le dieu du gel, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, ainsi qu'un bon nombre de créatures du folklore russe. Et, comme dans tout bon conte, on trouve bien sûr un méchant. Ici, c'est celui que les créatures de la forêt nomment l'ours. Oulala, on m'appelle par un nom d'animal, pas gentil, je suis le méchant, je fais peur. Bon, pour le coup, lui c'est vraiment un ours, mais il fait peur. En outre, nous trouvons également une visée morale et philosophique derrière ce conte. Que ce soit une critique de la religion et du patriarcat qui est un peu la source de tous les malheurs de Vassia, mais on en reparlera sûrement plus tard, une visée féministe que je laisse à Ludo le soin de développer, ou bien une philosophie de vie. Le sous-texte est bel et bien présent dans ce texte et ne peut pas vous laisser indifférent à la lecture. Enfin, pour savoir si ce conte prend pour modèle les contes violents des frères Grimm ou les contes à l'eau de rose que nous sert Disney, je vous laisse le lire par vous-même pour vous faire votre propre avis. C'est un roman dont, personnellement, j'ai apprécié la lecture et même la relecture. Sans pour autant vous dire que c'est le roman de la décennie, je vous en conseille néanmoins la lecture si vous cherchez un divertissement de bonne qualité. Et pour ma part, ce premier tome m'a bel et bien donné envie de lire la suite de la saga. L'ours et le rossignol est un roman tout à fait fascinant. Et avant de commencer ma chronique à proprement parler, je voudrais dire que je le conseille. J'aime la protagoniste, j'aime la plupart des autres personnages et leurs petites particularités, j'aime l'amour familial qui unit certains d'entre eux, et j'aime enfin la réutilisation de très nombreux topoi, comme on dit chez les connards snobs, de contes de fées. Tout cela, L'ours et le rossignol n'est pas forcément le premier roman à le faire, mais il le fait bien. Que dire d'autre? Eh bien, il m'a fait me poser 2 questions de dangereux wokistes. Tout d'abord, L'ours et le rossignol est-il un roman féministe? Mais même avant ça, c'est quoi un roman féministe? Alors nous avons, nous, autant que possible, tenté d'alterner entre des romans écrits par des hommes et des romans écrits par des femmes. C'est notre discrimination positive à nous. Pourtant, un roman écrit par une femme n'est pas forcément un roman féministe.
La saga Twilight n'est pas exactement un bastion de progressisme. Mais comme notre auditorat le sait peut-être, les romans féministes écrits par des hommes ont tendance à être plus rares. Un roman féministe est-ce donc plutôt un roman ou un récit dont le protagoniste est une fille ou une femme? Sûrement que non, encore une fois, Twilight. Est-ce donc un roman où les institutions du patriarcat jouent le rôle d'antagoniste? Ah! Là peut-être contient quelque chose. En effet, dans L'Ours et le Rossignol, Vassia, notre protagoniste, est directement aux prises avec un certain nombre des institutions traditionnelles préférées des conservateurs. Principalement deux d'entre elles. Premièrement, la famille hétérosexuelle à but reproductif. Je ne dis pas que vous devez absolument être de droite pour vous marier et avoir des enfants, juste que c'est au nom de la défense de cette institution-là, qu'à tort ou à raison, certainement à tort, Christine Boutin a participé à la Manif pour tous. Deuxième institution, l'Église, ici l'Église chrétienne orthodoxe. Bref, la place que Vassia occupe dans le monde, de plus en plus clairement au fil du récit, est incompatible avec ce qui lui est proposé par ces deux institutions. Elle est trop indocile, et pas assez conventionnellement attirante pour faire une bonne épouse, et elle est trop remuante et trop connectée au monde des esprits naturels païens pour devenir une bonne sœur. Tout le roman est un signe de trajectoire initiatique qui fait de Vassia, enfant sauvage qui voit et parle aux esprits domestiques du folklore russe, une authentique sorcière, qui va chercher à arracher sa liberté à un monde de mecs. Et un autre truc qui m'intéresse, c'est que ce monde patriarcal est peuplé de gens bons. Pas de charcuterie, mais de gens sympathiques. Tout d'abord, des mecs bien, avec des guillemets, qui exercent malgré tout sur elle une violence systémique, pour dire le gros mot de sale gauchiste, qui n'est pas du tout édulcorée. Piotr, le père de Vassia, est à ce titre particulièrement intéressant. En plus de ces mecs bien, il y a tout un tas de femmes raisonnables, encore une fois avec des guillemets, qui, bienveillantes ou non, se rangent du côté du patriarcat par habitude. Dounia, la vieille nourrice, est le pendant féminin de Piotr. Elle est aimante, mais souvent inflexible. Anna Ivanovna, la belle-mère, est une redoutable marâtre de contes de fées. Le problème évidemment de cette description du patriarcat dans un roman fantastique médiéval, c'est qu'elle peut se révéler pesante dans un contexte où nous ne sommes a priori pas dans un cadre réaliste. En effet, dans ce cadre-là, on n'est pas obligé de représenter la violence sexiste. Il y a dans le roman des passages qui font grincer des dents. Le regard de certains mecs adultes sur les corps de filles de 15 ou 16 ans sont parfois bien dégueux, bien que l'on soit explicitement dans une société où l'on se marie tôt. Mais enfin, il y avait suffisamment de bâtons sexistes dans les roues de notre petite sorcière pour qu'on n'ait pas besoin de ça en plus. Autre bémol, la libération de Vassia, si elle est réelle et indéniablement féministe, est une libération individuelle et solitaire. Vassia ne détruit pas le patriarcat. Vassia se fait une place, seule, face au monde des hommes. Toutefois, la violence du patriarcat et la trajectoire individuelle de Vassia ne sont pas des excuses pour faire du trauma porn gratuit. Le patriarcat est l'antagoniste du roman, au même titre, et peut-être même plus, que la menace surnaturelle de l'ours du vieux chêne. Je trouve même, en plus, intéressante la façon dont Catherine Arden représente la bienveillance un peu insidieuse avec laquelle une famille peut faire rentrer une femme dans le moule sexiste. L'Ours et le Rossignol est donc un excellent conte, un bon roman d'initiation, et selon moi, un fascinant récit d'émancipation féministe. Et à présent, comme d'habitude, nous allons pouvoir parler de manière libre du roman, libre des axes de lecture que nous avons choisis, contraints et forcés, dans notre pure liberté. Et c'est un roman qui est très riche, on va pouvoir discuter de plein de trucs. J'aimerais qu'on commence par ce qui va être peut-être la grosse caractéristique du roman, le truc qui va un peu vous sauter au visage, au sens propre et peut-être et très certainement au figuré, c'est l'utilisation des archétypes du conte de fées dans le roman, qui pose tout un tas de problèmes, puisqu'il s'agit, bon alors, c'est des ressorts narratifs, c'est très bien, ça fait avancer l'intrigue, mais il y a un truc accessoire qui est que les personnages de roman, c'est des stéréotypes, et les personnages de contes de fées sont souvent très stéréotypés, et comment est-ce qu'on fait fonctionner des personnages très stéréotypés dans un roman qui est infiniment plus complexe qu'une histoire qu'on doit pouvoir raconter en un quart d'heure maximum à son gamin qui va dormir. Marius, qu'en penses-tu? Bah écoute, j'en pense que on voit que les personnages sont très stéréotypés, par exemple Anna Ivanova qui est le stéréotype de la belle-mère méchante, mais pour autant, elle a aussi ses propres démons à affronter, on va dire, puisque elle aussi elle voit littéralement les démons comme Vassia.
Oui. Enfin, les démons, les créatures du folklore russe, mais elle les appelle des démons. Et ça va lui donner une profondeur qui permet d'expliquer, plus que t'es pas ma fille, je t'aime pas, Oui. pourquoi elle a peur de Vassia, parce qu'elle en a littéralement peur en fait. Oui. Elle est pas méchante gratuitement, elle est méchante parce que elle a plus ou moins une excuse. Oui, elle est méchante parce qu'elle est absolument terrorisée au quotidien par les apparitions qu'elle ne comprend pas. Et ouais, en fait, c'est son anxiété, c'est son angoisse qui fait d'elle une méchante. Et c'est mieux effectivement que même si ça se traduit hein, aussi comme ça dans le reste du récit, que oui, je suis jalouse de la première fille de mon mari parce que j'ai eu une fille moi-même et je veux qu'il lui arrive des trucs bien. Il y a de ce point de vue-là d'ailleurs dans la dynamique entre Vassia et sa petite demi-sœur une espèce d'inversion des trucs. C'est-à-dire dans les contes généralement la fille d'un premier mariage c'est la plus jolie et donc justement la belle-mère est jalouse. Là c'est le contraire. Vassia c'est la petite grenouille. Elle est toute maigre, avec de trop grands yeux, une trop grande bouche, de trop grandes mains et de trop grands pieds. C'est une petite grenouille, tandis que sa petite sœur, elle est absolument adorable. Et d'ailleurs, bon, c'est un des trucs cringe, c'est il y a plein de remarques sur le fait que tout le monde dit oh là là, celle-là quand elle sera grande, elle est déjà bien jolie quand même. Elle a 8 ans. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Oui, totalement. Donc oui, il y a réutilisation, mais inversion de certains clichés. L'autre truc qui marche aussi, mais c'est une extension de ça, je trouve, c'est les dynamiques familiales, qui sont compliquées. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de patriarcat en même temps dans les dynamiques familiales. Oui, il y a, ne serait-ce que son frère Lyoshka, Mm. qui, son grand frère Lyoshka, non, Oui, c'est son il y en a, elle a trois frères. Le plus grand que j'ai complètement oublié, il s'en va. Il part se marier à côté. Qui part se marier à côté, qu'on voit pas souvent. Sa principale contribution au récit, c'est de faire un enfant qui sera en danger à un moment pour que Vassia le sauve. Il y a le deuxième qui part rejoindre les ordres. Voilà, le deuxième qui rentre dans les ordres et qui est turbo charismatique. Et le troisième qui hérite des terres du père. Voilà. Et le troisième, Alyosha, qui est le grand frère direct de Vassia. Et oui, je les aime quand ils sont ensemble tous les deux. Oui, ils sont très mignons. Mais Lyoshka, quand même, il reste un peu dans cette idée très traditionnelle, très patriarcale de ma sœur va quand même te marier. Alors oui, il insiste un peu sur ça au début, comme tout le reste de sa famille, mais je trouve que Lyosha, il est intéressant parce que c'est le seul membre de sa famille et le seul mec, de manière générale, de tout le roman, qui, à partir du moment où elle s'explique clairement et dit clairement, écoute, je veux faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin que tu m'aides sur ça, dit, genre, il objecte, mais il va l'aider sans condition particulière. Oui, c'est celui qui arrive à progresser dans la narration. C'est le seul qui arrive à changer d'avis. Ouais, voilà, c'est pas exactement le seul mec qui la prend au sérieux, parce que le prêtre la prend au sérieux aussi, d'une autre façon. Oui. On reviendra dessus après. Mais c'est le seul à la fois la prendre au sérieux et à lui concéder le rôle de sujet, quoi. Oui, c'est ça, c'est le seul qui lui donne un peu ce rôle de personnage principal. Mm. Là où, enfin voilà, si je veux faire de la provoque, je dirais c'est la caution #NotAllMen, quoi. C'est un peu ça. Même si non, en vrai pas NotAllMen, parce qu'effectivement tout le passage où ils essaient de la marier, il essaie lui aussi de la convaincre du bien fondé de ça, alors que oui, alors potentiellement on est dans le débat, donc pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, on est un peu plus coulant sur les spoilers pendant le débat. Oui. Donc vraiment, faites-vous une idée du roman avec nos chroniques et revenez après. Et écoutez-nous en discuter, voir si vous êtes d'accord avec nos élucubrations complètement improvisées ou pas. Non, mais voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils savent? Qu'il y a un enfant en danger, à un moment. Ce qui est à peu près tout le roman, il y a toujours un enfant en danger quelque part. Je veux dire, on est dans la Russie du 15e siècle. Hein, donc, oui, les enfants sont tout le temps en danger. Un enfant en danger, c'est mardi. Et qu'il y a un prêtre qui la regarde bizarre, et qu'à un moment, on essaie de la marier. Bon. Ou de l'envoyer au couvent. Parce que ce sont les deux seules choses qui se font avec les femmes à cette époque. Exactement. Parce que de ce point de vue-là, par exemple, Piotr,
il a un rôle qui est beaucoup plus trouble. Piotr, c'est quelqu'un qui est super intéressant parce que euh, à chaque fois qu'on est dans sa focalisation interne, je ressens avec une intensité extrême l'amour qu'il porte à toute sa famille. Oui, il ressent beaucoup d'amour vis-à-vis de sa famille. Et c'est, même quand on est dans sa focalisation interne, on sait jamais quelle décision il va prendre. Il pense prendre une décision, mais il se dit que ça lui ferait pas plaisir, et du coup il hésite. Et même quand il prend une décision, elle se passe pas. Oui, c'est très Piotr, c'est. On va peut-être pouvoir réussir à passer au deuxième truc. Alors moi, ma thèse sur le roman, c'est le méchant, c'est le patriarcat. Ah voilà, en fin de compte, oh mon Dieu, à la fin d'un épisode de Scooby-Doo, tu vois l'ours. Et tu fais, qui se cache sous ce masque? Et tu lèves, et t'as, oh, c'était vous, le patriarcat! Et, ouais, c'est ma thèse. Mais elle est discutable, mais pour moi, ça se voit en grande partie chez Piotr, et dans la façon dont l'ours, de manière générale, dans le roman, retourne les institutions qui sont là en place, à la fois l'autorité familiale de Piotr qui doit prendre des décisions pour faire survivre sa petite communauté, et l'autorité Nikolai. du père Nikolai, merci beaucoup, qui cherche à éradiquer les cultes anciens qui protègent justement cette communauté-là de l'ours. Et ça se voit tout particulièrement chez Piotr, parce que Piotr, c'est un personnage qui est fondamentalement bien intentionné, mais dont le logiciel de pensée, dont la place dans l'institution familiale fait que il ne peut que, à intervalles réguliers et à son corps défendant, faire du mal à sa famille. Et alors la dimension la plus spectaculaire de ça pour moi, c'est que Piotr, comme tout père russe du XVe siècle, c'est quelqu'un qui bat ses enfants. Oui. Voilà. Et alors, on nous précise au moins une fois qu'il les bat sans cruauté, parce que bon, alors là, il y a vraiment un truc trop important, il est obligé de les battre, entre guillemets, mais enfin, je sais pas, genre, moi aussi, tu vois, à ce moment-là, c'est comme les relents pédophiles de certaines remarques des personnages. Je me dis, il y avait suffisamment ailleurs à côté pour qu'on n'ait pas besoin de ça dans le personnage de Piotr. Même si je comprends que ça accentue sa place de complice bienveillant du patriarcat. C'est ça, c'est un personnage qui est ancré dans la tradition et qui ne sait pas faire autrement. Ouais. Il n'arrive pas à trouver une voie qui serait plus novatrice. Ouais, parce que il y a des passages assez saisissants comme ça. Bah, à chaque fois qu'il envisage, bon, ça y est, ma fille a, je sais plus, 15 ou 16 ans, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et à chaque fois qu'il envisage quelque chose de socialement acceptable pour sa fille, il est triste. Oui, et c'est même quand il envisage quelque chose de socialement acceptable, on va dire entre guillemets, hein, c'est souvent pas son idée de prime abord. Par exemple, Oui. le mariage de sa fille, c'est une idée de la belle-mère. Bon, ça c'est Oui. un topos classique du conte, pour s'en Mm, mm. débarrasser. Mais et par contre, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, le personnage qui représente ça le plus, c'est justement le prêtre, parce que du coup, bon, le prêtre de base, c'est un peu un pervers narcissique. Hein, Ouais. il est envoyé dans les confins du nord de la Russie, mais lui, à la base, il veut rester à Moscou pour se faire aimer du peuple. Ouais. Et même là-bas, il va faire une grosse fixette sur Vassia. Son but à lui, c'est pas de sauver les gens, c'est juste de sauver l'âme de Vassia, parce que elle représente un peu tout l'inverse de ce que la société actuelle cherche. Et c'est là-dedans, pour moi, que je trouve le plus gros problème, enfin, que se pose le plus le poids du patriarcat sur Vassia. Alors oui, dans la mesure où même un certain nombre d'idées de la belle-mère, c'est souvent lui qui utilise son influence auprès d'Anna Ivanovna pour la pousser à aller parler à son mari parce que lui peut pas le faire lui-même. Et c'est effectivement on va dire, le représentant le plus spectaculaire des institutions patriarcales. Mais en fait, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un représentant spectaculaire de l'institution patriarcale, mais on sait que c'est un antagoniste, tu vois, dès le début. Tandis que Piotr, c'est un personnage dans lequel on a confiance. Donc quand il prend une mauvaise décision pour obéir aux institutions, on se sent trahi. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça que j'appelle la représentation dans le roman de la bienveillance sournoise du patriarcat. Oui, oui, je suis d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que dans ma lecture du roman, le patriarcat, ça fait un antagoniste plus intéressant que l'ours.
en lui-même. Oui. C'est l'ours, oui, narratologiquement, c'est lui l'antagoniste, tout le monde meurt s'il fait des trucs, donc clairement il faut l'arrêter. Mais Vassia en tant que personnage, son adversaire, pour le coup, la tient l'intégralité du roman depuis sa naissance jusqu'à la dernière page. Son adversaire constant, c'est les attentes sociales patriarcales qui pèsent sur elle. Oui, parce qu'en plus, il faut bien le dire que, certes, l'ours, narratologiquement, c'est l'antagoniste principal, mais déjà pendant le premier tiers du roman, on sait pas, enfin, il est pas mentionné, et pendant une bonne partie du roman, elle ne va pas chercher activement à combattre l'ours. C'est vraiment dans la fin du roman où on va avoir une action. Et tout le reste, ça va être Vassia qui essaie de se battre contre la société qui l'empêche de vivre sa vie comme elle voudrait la vivre. Exactement. Alors de ce point de vue-là, bon, peut-être avertissement au lecteur, le roman a un rythme un petit peu bizarre, puisque effectivement le bon premier tiers du roman, il y a un élément fantastique, on sait qu'il y a des éléments surnaturels, on les voit, on nous les expose de manière complètement directe et explicite, mais c'est des tranches de vie de cette famille-là. Alors ça participe au fait qu'on se met à aimer certains de ces personnages, détester d'autres, et ça les place pour le conflit surnaturel qui a lieu après dans les 2 autres tiers du roman, avec vraiment une montée en puissance progressive des trucs, justement qui suit, à partir du moment où Vassia commence à vraiment apprendre des trucs en tant que petite sorcière, la progression de Vassia elle-même. Donc le roman commence très lentement, c'est potentiellement frustrant, même si c'est pas un roman très long. Mais alors à partir du moment où ça commence, je trouve ça structurellement relativement bien construit. Le tout monte en même temps, en fait, en termes de tension. Oui, c'est ça. En fait, le début sert à placer les personnages sur un axe logique, donc bon, mauvais, à peu près. Et oui, ça sert à construire, à préparer aussi la suite de la saga, notamment avec le deuxième frère, celui qui va se faire prêtre, qu'on retrouvera sûrement plus tard dans des campagnes guerrières. D'ailleurs, ce placement des personnages, ça va me permettre de parler un petit peu des personnages. Alors bon, encore une fois, je plaque un peu ma lecture du roman. Il y a 2 grosses institutions qui sont importantes, qu'il faut à la fois entre guillemets protéger parce que des gens en font partie de l'influence de l'ours, mais qui sont aussi utilisés par l'ours à son avantage, qui sont donc la famille et l'Église. Et on a des personnages qui les représentent et qui se répondent. C'est-à-dire que bon, pour la famille, on a une autorité masculine et une autorité féminine, et pour l'Église, on a aussi une autorité masculine, une autorité féminine, entre guillemets. Oui. Et ce qui est la plupart des personnages avec une autorité qui sont bienveillants sont liés très très fortement à la famille, et la plupart des personnages autoritaires malveillants sont liés à l'Église. Donc moi dans ma tête, alors je vais dire un truc qui est totalement discutable, mais je trouve que les personnages à autorité bienveillants liés à la famille, ça va principalement être Piotr et ça va être Dounia, la vieille nourrice. Oui, c'est Il y a une grosse insistance, notamment à la fin du roman de Vassia qui répète tout le temps c'était elle ma mère, puisque sa mère biologique est morte en couche. Et les personnages représentant donc l'autorité religieuse, c'est le prêtre Nikolai et Anna Ivanovna. Oui, parce que c'est le premier conflit qu'elle a avec Vassia, c'est elle se rend compte que Vassia voit aussi le domovoi, c'est-à-dire l'esprit du foyer, l'esprit du poil. Ouais, l'esprit protecteur de la maison. Voilà. Et donc elle se rend compte que Vassia est pareil qu'elle, et plutôt que d'essayer de trouver une communauté là-dedans, etc., immédiatement elle la gifle. Et là, à partir de là, ça y est, à partir de ce moment-là, leur relation est complètement pétée. Et ne se réparera vraiment plus jamais, quoi. Non, jamais. Aucune réparation possible entre les deux. Oui, après, oui, Dounias, Piotr, c'est vraiment l'autorité familiale, parce que c'est le père de famille, c'est lui qui gère en plus la terre autour, c'est le seigneur de la petite communauté dans laquelle ils vivent. Dounia, c'est elle qui est chargée, qui est chargée de toute la sagesse un peu de cette communauté. C'est elle qui raconte les histoires, c'est un peu elle qui va mettre en abîme ce conte qui est raconté au début avec du coup la suite du conte que sera un peu la vie de Vassia. Alors que oui, Nikolai, c'est vraiment le prêtre qui a été doté de la mission d'aller convertir, d'aller prendre le relais de l'ancien prêtre qui est mort, qui a été mission qui lui a d'ailleurs été donnée pour l'éloigner de Moscou, parce que il commençait à prendre trop d'influence, donc le grand prêtre sur place a voulu s'en débarrasser. Et Anna Ivanovna, c'est un peu particulier parce que
elle voulait absolument aller au couvent, parce que c'est seulement dans l'église qu'elle ne voit pas les démons, Mhm. et ce qui en fera aussi du coup une figure un peu d'autorité religieuse, parce que elle est extrêmement pieuse, et Ouais. elle passe le plus clair de son temps dans l'église justement pour se réfugier. Ce qui va entraîner une espèce de complicité un peu bizarre entre elle et le prêtre, parce que le prêtre l'aime pas trop en fait. Non, il la méprise, hein. C'est vraiment là où tu as raison de placer le prêtre comme représentant, mais quintessentiel du patriarcat, c'est qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui est misogyne au premier degré. Oui, Il n'a d'opinion véritablement positive d'aucune femme. non, quand Il les méprise absolument toutes, même les personnages tertiaires qui viennent lui demander des trucs. il les envoie un chier, moment, mais très fort. et il les traite très très mal. Avec une politesse vraiment minimale et glacée. Enfin, vraiment. Ouais, c'est même là, il y a une femme qui meurt à un moment parce que il fait froid. Hein, c'est normal en Russie au XVe siècle, surtout dans le Nord. Et il en a un peu rien à foutre. Il reste pour la veiller, mais uniquement parce que il a pas le choix, il est censé faire ça. Mais j'irai peut-être pas jusque-là. Il a une vraie implication dans son rôle de prêtre, mais c'est vrai que. Il a une implication dans son rôle de prêtre qui commence à décliner au fur et à mesure qu'il se met à flasher de plus en plus sur Vassia en fait. Oui. Oui. Parce que pour le coup, le prêtre, Vassia lui sauve la vie quand il arrive. Ouais. Et à partir de là, il va commencer à de plus en plus se la remarquer parce que faut dire qu'elle note un peu quand même dans le paysage. Mm-mm. Et son but, ça va être de sauver son âme, entre guillemets. Et il a une espèce de problème intérieur, c'est que il en tombe amoureux, même si c'est jamais expliqué. Il commence à ressentir quand même beaucoup d'attirance vis-à-vis d'elle. Ouais, c'est explicité à un moment. Il l'appelle quelque part vers la fin du roman ma tentation et mon péché quand même. Donc on est, enfin voilà, on n'est pas dans le bossu de Notre-Dame, donc il peut pas chanter Hellfire, mais on est là quoi. Il est le Frollo de son Esmeralda de manière extrêmement nette, pour faire une comparaison presque un par un. D'ailleurs, c'est intéressant parce que bon, Anna Ivanovna, elle correspond à plusieurs clichés. Elle correspond au cliché de la marâtre. Elle correspond au cliché qui est peut-être plus un cliché de littérature réaliste, un peu de la dévote, extrêmement relou potentiellement, un petit peu, potentiellement parfois un petit peu hypocrite. Et en revanche, Nikolai, le père Nikolai, c'est un méchant prêtre. Et ça, c'est un cliché qui est relativement récent, mais qui est quand même très souvent là. Alors, bon, j'ai parlé de Frollo, parce que Frollo aussi, c'est cette espèce de type qui est d'abord très convaincu de ses opinions, jusqu'au moment où il rencontre une femme qui le met tellement en bad qu'il se met à faire encore plus n'importe quoi. Euh, et c'est vraiment le cas, de ce prêtre-là, clairement, parce que là, il se retrouve face à cette meuf qui ressemble à aucune autre meuf, qui répond pas du tout à son autorité, qui en a rien à battre de ce qu'il lui raconte sur Dieu, qui le respecte pas, du tout, enfin voilà, qui respecte pas sa voix grave et suave, qui ne respecte pas les icônes des saints qu'il peint, qui ne respecte pas son discours sur les flammes de l'enfer, enfin vraiment. Et donc du coup, il devient un gros relou, dangereux et effrayant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a Frollo, j'en ai... Alors non, après, on est plutôt dans l'église, c'est le méchant. Mais je sais pas si t'as d'autres... Moi, j'ai un autre exemple, mais qui remonte beaucoup plus loin, parce qu'on retourne au XVIIe siècle avec la religieuse de Diderot, Ah oui. où justement on suit le personnage de la religieuse dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui va dans 3 couvents différents, il me semble, et à chaque fois avec la mère supérieure, c'est une catastrophe, jusqu'à la 3e mère supérieure qui couche avec elle, ce qui, pour l'époque, est une hérésie, mais absolue. Ouais. Ouais. Et ah là là, Frollo... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis sûr, j'avais tellement de prêtres qui étaient vraiment des immondes ordures avant de venir, je les ai tous oubliés. Mais on a aussi des cas où c'est l'église le méchant. Alors, c'est des cas qui sont un petit peu différents, parce que ici, l'église, elle est principalement donnée en tant qu'institution patriarcale, mais je voulais signaler aussi que, alors généralement, c'est pas avec la mythologie russe, on est plutôt sur l'univers des contes et des légendes arthuriennes, mais cette idée que
Il y a des anciennes légendes qui se battent pour leur survivance ou pour leur survie face à un christianisme de plus en plus envahissant. C'est quelque chose qu'on retrouve à pas mal d'autres endroits. Alors dans des récits de sorcières, c'est un peu le cas chez Jeanne Adébat, mais Oui. oui, bon, c'est vrai que l'Église et les vampires, Bon. c'est pas trop ça. Les vampires et l'Église et les sorcières, c'est pas trop ça non plus. C'est le cas aussi dans une vieille série de BD. Alors là, pour le coup, je pense pas que ce soit une série où le méchant c'est le patriarcat, hein, parce qu'on parle de fantasy écrite et dessinée par des mecs à la fin des années 90, début des années 2000. Il s'appelle Le Chant d'Excalibur. Voilà. Alors bah, personne ne connaît, mais mais bref, en gros, c'est l'histoire. Alors j'ai complètement oublié, hein, parce que ça remonte. La dernière fois que j'ai lu ça, j'avais moins de 15 ans, donc. Mais on est sur une histoire qui est sensiblement, alors pas la même, mais relativement similaire, dans la mesure où c'est une jeune fille qui veut pas se marier et pas entrer au couvent, qui se retrouve aux prises avec l'institution pour le coup ecclésiastique, qui est en train d'effacer les anciennes légendes par cette espèce d'hégémonie d'un nouveau dieu unique, et qui est pour cela aidée par des figures surnaturelles. Alors le problème, c'est qu'on est dans une série de fantasy un peu edgy, machin, qui paraissait dans l'Enfeust Magazine à l'époque où ça existait. Donc, évidemment, on est sur... l'héroïne en question, elle retrouve Excalibur, et elle peut parler et monter avec et monter des licornes parce qu'elle est pucelle et que ça l'intéresse pas d'arrêter de l'être, particulièrement. Mais elle est aidée par Merlin, qui est globalement mais tortue géniale, constamment bourré, donc qui est passablement relou, tu vois. Mais bref... Si vous retrouvez des vieilles BD, alors généralement chez vos parents, hein, parce que c'était ça à l'époque, je suis pas certain que ça se paraisse encore maintenant, jetez-y un œil, voilà, c'est un contrepoint intéressant à L'Ours et le Rossignol. Oui, après, même toute la mythologie celtique, on va dire, donc je compte les légendes arthuriennes dedans, c'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on ne connaît plus que par le prisme du christianisme, du coup, parce que c'est quelque chose qui était, bon, de base, c'était vraiment une tradition orale, du coup, il y a aucun écrit qui n'existe, et c'est quelque chose qui, du coup, a été mis à l'écrit à partir du XIIe siècle, donc uniquement par les moines, et donc on ne connaît tout que par le prisme des moines, avec un seul dieu, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de dieux que ça, il y avait toute la tribu de Dana, etc. Ouais. Non. Non. Non, je n'y ai, promis, je n'y ai même pas pensé. J'ai des traumatismes personnels avec cette chanson, donc non. On va changer de monteur. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein, sur le prêtre et l'église et les méchants. Oui. Je vais pas me relancer moi dans un monologue. Non, après on peut juste apporter un autre point de vue, c'est que il y a le prêtre et l'église dans le village de Vassia, c'est les méchants. Côté Moscou, le prêtre et l'église, ils vont, bon, certes, chercher à protéger leurs intérêts, mais quand même à protéger le prince de Moscou, parce que son père est mourant et qu'il va bientôt devoir se retrouver sur le trône à 12 ans. Oui, parce qu'il y a une... Alors pour le coup, dans le roman, il y a une espèce, mais qui est là, dans l'économie de ce roman précis, qui est là spécifiquement pour expliquer pourquoi Anna Ivanovna, qui ne veut pas et qui ne veut épouser personne, aller au couvent, est forcée d'épouser Piotr. Et pourquoi la grande sœur de Vassia, Olga, qui vraiment mais n'a aucune incidence sur le récit, la pauvre, elle est là, elle est gentille. Elle est gentille avec sa petite sœur. Et voilà, pour expliquer le mariage de ces deux femmes-là. Voilà. Et on a un troisième point de vue sur l'église, c'est le deuxième frère du coup de Vassia, Sacha, qui lui va s'enrôler dans un ordre monastique, comment on pourrait dire ça, un ordre un peu mendiant, où en fait ils sont juste là à protéger leur terre et à faire leur pain tous les jours, et après ils vont prendre les armes pour protéger la veuve et l'orphelin. Oui, c'est ça, c'est vaguement foreshadowé par Piotr, qui au début veut pas trop qu'il y aille, il se dit mais quoi, mon fils, devenir un moine qui cultive un potager, enfin c'est le meilleur bretteur que je connaisse. Il soulève un sourcil un peu trop violemment, les gens se mettent à faire sa volonté avant qu'il ait le temps de parler. Alors voilà, il dit mais mon fils est un turbo meneur d'hommes charismatique, qu'est-ce qu'il irait faire dans un monastère? Et ben apparemment se lancer dans une campagne militaire. Voilà, bon. Oui. Mais c'est évoqué que de très très loin, donc effectivement oui, c'est peut-être les tomes suivants. C'est ça, c'est sûrement hop, on plante des petites graines qu'on fera éclore plus tard. C'est ça.
C'est vraiment l'intrigue politique à Moscou, le plantage de Sacha comme personnage potentiellement important plus tard. C'est peut-être des éléments qui, à la première lecture, vont vous sembler... Anecdotique, hein, au moins. parce que à l'échelle du roman, ils le sont. Oui. Voilà, bon. Mais c'est un roman qui se tient très bien en lui-même. Encore une fois, il est pas très long. Donc, Oui, non, il doit faire 300 pages. 400. Voilà. Ouah, format poche, ça. Oui, c'est ça. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir en terminer là. J'espère que nos vaticinations... J'espère que nos vaticinations vous auront plu. Si c'est le cas, nous vous engageons à laisser un petit like, potentiellement un petit commentaire, pour dire à quel point nos voix sont suaves. À quel point l'accent toulousain de Ludo est très bien aussi, parce que... Tout à fait. Nous vous engageons également à nous donner votre avis sur le roman si vous l'avez lu, sur le reste de la série avec des balises de spoilers si vous les avez lus également. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous, lisez des livres et faites des trucs. À la prochaine.